Yes, we can. ¡Que viva el pueblo corso! ¡Que viva el corso! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h, le cirque de la solitude ou l'heure des choix. Pour son 4e roman, Nadia Ghali nous plonge dans une intrigue entre morale et politique au cœur de la société corse. Marie-Ange Filippi, elle nous proposera un retour aux sources avec Je voulais leur dire mon amour de Jean-Noël Pangrat. Et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Nadia Ghali, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, la morale, la justice, plus forte que l'ambition politique, plus forte que les liens sacrés de l'amitié. Pourquoi pas, mais encore faut-il en payer le prix, et savoir en payer le prix. Vous avez sorti, Le cirque de la solitude début février aux éditions Albin Michel. C'est votre 4e roman. Vous nous racontez l'histoire de Jacques Barcage, un nationaliste charismatique, fraîchement élu président de la collectivité territoriale de Corse, qui apprend la mort d'un ouvrier clandestin sur son domaine viticole. Le choix alors est simple, si on peut dire, étouffer l'affaire ou livrer le responsable à la justice, même si c'est l'un des siens. Alors, vous précisez, avant d'entrer dans les détails, vous précisez quand même que ce livre est une œuvre de fiction et que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. La précision était nécessaire. Oui. J'imaginais pas en commençant que le livre s'achèverait par ce commencement-là, c'est-à-dire par cette nécessité de rappeler que c'était une fiction. Mon ambition était vraiment d'écrire un roman, j'allais presque dire, des choses impossibles, à savoir un président de collectivité nationaliste, à savoir une femme procureure à Bastia alors qu'il n'y en avait jamais eu, et il se trouve que finalement il y en a une qui vient d'arriver. Une sorte de préscience comme ça. Écoutez, on va dire, oui, ça m'est tombé dessus comme ça. Et du coup, à la fin, comme il est quand même question de la mort de quelqu'un, l'éditeur a préféré... Alors, il est question de la mort de quelqu'un, il est question d'élection, il est question de... Bon, et puis ça se passe dans une vraie ville, ça se passe à Bastia, et du coup, l'éditeur a imaginé que ce serait peut-être plus prudent de... Oui, d'ailleurs, on s'amuse à la lecture à démêler le fictionnel de la réalité. On essaie de savoir. Le fond est réel. Bastia est une vraie ville. La place Saint-Nicolas existe. Le Café des Palmiers existe. Ville de Pietrabugno existe. Enfin, il y a des tas d'endroits. La foire au vin de Lourdes, la Plaine, l'île d'Elbe en face. Tout ça, ça existe. Donc, il y a fatalement grand risque pour que ça croise la réalité à un moment ou à un autre. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur la Corse et plus particulièrement sur la politique en Corse ? Alors, écrire sur la Corse, c'est la méconnaissance que j'ai constatée des Français du continent. De la Corse. Je trouve qu'il y a vraiment une palanquée de préjugés, une palanquée puis de méconnaissance, tout simplement. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que j'aime pas faire des recherches quand j'écris. J'aime bien regarder autour de moi et puis raconter ce que je vois. Et puis ensuite... C'était pas un roman sur la... Alors, la troisième... Le truc qui a fait que j'ai démarré, c'est un jour, en passant devant la préfecture, il y avait des jeunes gens, la préfecture de Bastia, il y avait des jeunes gens avec un porte-voix et qui vitupéraient sur l'État assassin, sur l'État colonial. Et il n'y avait que des jeunes là. Et je me disais, des jeunes, des post-adolescents, enfin une vingtaine, 18, 20 ans par là. Et je me disais, mais il faudra peut-être inventer celui qui va faire quelque chose de cette énergie, de cette à la fois naïveté, de cette ambition et de cette énergie.
Et c'est vraiment à ce moment-là, je me souviens, c'était un mercredi après-midi, à ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour mon prochain roman. Et du coup, j'ai inventé ce personnage, parce que pour être proche de ces jeunes, il fallait qu'il soit jeune lui-même, il fallait qu'il ait une espèce d'ambition, de grande ambition, qu'il y ait un souffle en lui qui fasse qu'il les emporte, et que du coup, de cette petite manifestation où ils étaient 15 devant la préfecture, qui est une sorte de grand mouvement, mais qui emporte l'île tout entière, quoi. Voilà le point de départ très précis. Et il était important pour vous de faire de Jacques, cet homme politique, un homme politique vertueux. Généralement, homme politique et vertu, ça va pas ensemble. Et oui, pas naturellement en tout cas. Alors, comme c'est une fiction, je fais ce que je veux. Et ensuite, je crois qu'on peut rêver. Je crois qu'il y a des hommes politiques vertueux. Il y a Abraham Lincoln qui est mon idole absolue. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps, ils ne prennent pas des chemins un peu de traverse pour arriver au résultat. C'est bien la question qui se pose à ce garçon. Est-ce qu'on va... Qu'est-ce qui prime? Est-ce que la fin justifie-t-elle les moyens? Alors ça peut être abject, hein, la manière d'arriver aux moyens, mais ça peut être aussi, ça peut se tenir, même si la question morale est difficile. Oui, je pense qu'il va avoir une vie difficile, ce garçon. Alors, vous avez commencé à écrire ce livre bien avant la victoire nationaliste à Bastia en 2014, au municipal de Bastia. Et voilà. Et maintenant, vers la fin du livre, il y a, je pense, une réponse à la visite d'Emmanuel Macron. Il y a, je sais. Ça veut dire que le sujet et la réalité sont dans l'air du temps. Enfin, je veux dire, la réalité dans l'air du temps, ça paraît évidemment, c'est un pléonasme, voire même un oxymore, si je dis pas de bêtises. Mais ça veut dire que déjà, quand j'ai commencé à écrire, quelque chose de naturel comme ça était en train de naître. D'infuser. Oui. En tout cas. Marie-Ange. Oui, j'avais deux questions, en fait, justement, en rapport avec ce que vous dites. Est-ce que vous vous êtes posé la question, à un moment donné, je vais changer de personnage ou d'histoire, ça colle trop après les élections, est-ce que ça colle trop à la réalité? Et est-ce que le sujet n'est pas devenu un peu plus bankable, je dirais, pour les éditeurs du continent après cette période? Alors, non. Alors, j'ai réfléchi à changer. Enfin, c'est pas vraiment ça. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour en faire quelqu'un d'autre. Et puis finalement, j'ai décidé que j'avais pas envie. Si je voulais conduire ce roman-là comme ça, il fallait ce personnage-là. J'avais pas envie d'en faire une femme, j'avais pas envie d'en faire quelqu'un de beaucoup plus âgé, j'avais pas envie d'en faire un mauvais, quelqu'un de pas très sympathique. J'avais pas envie de ça. Et donc, pour continuer, je mets 4 ans à écrire un livre. Et donc, je ne me voyais pas traîner un personnage dont je n'avais pas envie pendant 4 ans. Donc, je suis restée sur ce que je voulais. Et ensuite, le côté bankable de l'histoire. Non, parce que figurez-vous qu'en réalité, j'étais partie... Ma première idée, c'était la France décide d'un référendum en Corse et ce garçon... qui a toujours été autonomiste, se retrouve à gérer un référendum pour l'indépendance. Et pour lui, ça devait déjà être cornélien. Et j'étais partie là-dessus et j'ai envoyé une centaine de pages à mon éditrice qui me dit, écoute, c'est 10 fois trop politique. T'as pas besoin d'expliquer la Corse à tout le monde, trouve une histoire. Et donc, j'avais pas d'histoire. Et en fait, l'histoire est arrivée. J'ai inventé cet accident dans les vignes et la question morale. Et du coup, ça a totalement libéré le... Donc, je crois pas... alors, en plus, le truc, c'est que, hélas, en France continentale, l'évocation du référendum, ça... C'est pas très porteur de toute façon. C'est pas très porteur, donc ça change vraiment rien à leur façon d'appréhender le sujet. C'était encore plus une fiction que jamais. Alors la politique en toile de fond, par contre, vous décrivez très bien les visiteurs du soir, la campagne permanente.
C'est quelque chose que vous connaissez? C'est un milieu que vous connaissez? Écoutez, j'habite en Corse depuis 2006. J'ai vécu plusieurs élections. Ma résidence principale est ici. Je vote ici. Jamais, avec tous les endroits où j'ai vécu, jamais je n'ai vu autant de gens s'intéresser et se passionner pour les élections. Enfin, c'est à la fois des grands joueurs d'échecs, les gens sont des grands joueurs d'échecs même s'ils n'y jouent pas, et il y a une connaissance du code électoral, mais ça coule dans les veines de chacun. Enfin, c'est inouï. Entre ceux... On pourrait citer des dizaines d'exemples de trucs abracadabrants, de connaissances, et puis d'alliances improbables. Et puis je trouve que c'est véritablement, un truc d'ici. C'est pas qu'un truc d'ici, mais ici, ça touche toutes les couches de la population. Quand on voit le nombre d'assesseurs, quand on voit le nombre de personnes dans les bureaux de vote qui sont juste là pour être là, c'est fascinant. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Alors dans ce livre, c'est aussi deux Corses qui coexistent. La nationaliste, on va dire bon teint, façon maison de cristal, avec celle qui a les mains sales. Et on ne sait pas, ou en tout cas dans quelle mesure, qui influence qui. C'est ça aussi que vous vouliez dire? Non, ce que je voulais, je voulais qu'il y ait une tendance. C'est un peu caricatural, mais je voulais qu'il y ait une tendance effectivement un peu soft, qui se pose des questions, qui est capable d'hésiter, qui est capable de dire peut-être je me trompe, et une autre qui soit pure et dure, pour laquelle la Corse est la raison supérieure. J'ai pas pensé les mains sales, et j'espère avoir évité cet aspect-là, mais il y avait ceux qui plaçaient la Corse au-dessus de tout. Et qui sont vraiment les gardiens du cénacle. Non, mais on comprend dans certains de vos personnages que certains ont franchi les limites de la légalité, oui. Voilà. À une certaine période. Oui, Voilà. À une certaine. Mais c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Non, je pense que la question nationaliste, elle a touché tout le monde d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui l'ont refusée d'un seul coup, et pour lesquels la France reste la Corse reste dans la République, et la question se pose pas. Et il y a ceux qui ont cru en une cause, et puis ça n'a pas marché, et puis ils en sont sortis. Et puis il y a ceux qui ont fait leurs affaires avec cette cause-là. Et puis il y a ceux qui sont entre deux et qui essayent aujourd'hui encore de continuer à porter un message. Je pense qu'il y a quelque chose à porter. Moi, je veux dire, cet écrit m'engage, entre guillemets. Il y a quelque chose à définir, puisque cette cause existe depuis maintenant, 40, je ne sais pas compter, ça fait 40 ans, 50 plus de 40 ans. Voilà, plus de 40 ans. Cette cause existe, et si elle perdure pendant 40 ans, sans aboutir, c'est peut-être qu'il y a un feu nécessaire. D'abord, il y a un feu qu'on entretient, et ensuite, il y a un feu nécessaire. En tout cas, il trouve du comburant, ce feu. Donc, ce n'est pas une question anodine. Après, il faut espérer que la morale, c'est pas encore une morale supérieure, mais enfin, que la morale l'emporte sur... je dis la morale du nationalisme qui a les mains sales, je veux dire... l'emporte sur le nationalisme aux mains sales. Voilà. Mais cette question, on ne va pas l'éluder comme ça en disant ça n'existe pas, on va pas, c'est pas intéressant, pas de ça chez nous, je sais pas moi. Mais la question nationaliste, elle existe, et je ne vois pas très bien comment on peut l'éluder. Est-ce que vous avez eu des retours de la classe politique? Et pas encore. Pas encore. Vous redoutez ou pas du tout? Et comment dire, d'abord c'est un roman, ça, et c'est vu de ma fenêtre. Je suis pas corse, j'habite ici depuis 2006. La question pour moi était de savoir si j'avais compris une chose ou deux de l'endroit où je vis, l'endroit où j'ai choisi de vivre.
Ça, je verrai bien si j'ai compris ou pas. Mes amis me disent que oui, des gens m'arrêtent pour me dire que oui, j'ai compris. J'attends encore qu'on vienne me dire non, vous n'avez pas compris, mais le livre est sorti depuis pas très longtemps. Et ensuite, ce qui m'engage, c'est les propos que je tiens. Et les propos que je tiens, là, pour l'instant, j'ai pas encore de diffusion planétaire, donc pour l'instant, ça va. viendra. Pour l'instant, ça va. Mais non, j'ai pas encore eu de retour. Marie-Ange, vous avez décidé de nous emmener en Algérie. Oui, avec Jean-Noël Pancrade, qui est un auteur désormais célèbre, qui a vécu et dû quitter l'Algérie en 62 dans des conditions assez violentes, la guerre bien sûr, mais aussi un contexte familial assez tendu. Alors il s'était promis de ne jamais y retourner pour, dit-il, ne pas trahir son imaginaire. Et pourtant, il a eu une occasion. On l'a invité à être jury d'un festival de cinéma à Annaba et il a décidé de franchir le cap et de retourner en Algérie avec bien sûr en tête l'idée de revoir la maison dans laquelle il a vécu, de revoir son quartier, les gens qu'il a connus, de retrouver l'atmosphère de son enfance. C'est ce qu'il raconte dans Je voudrais leur dire mon amour, je parle comme Johnny Hallyday, mon amour paru chez Gallimard en janvier dernier. Alors c'est pas la première fois qu'il parle de l'Algérie. Vraiment, c'est presque une obsession chez Jean-Noël Pancrade. Tous ses écrits sont traversés par l'Algérie. On se souvient par exemple de La Montagne, où il raconte magnifiquement un drame de sa vie, où ses camarades ont été enlevés puis assassinés. Tous ses écrits sont un peu articulés autour de ce contexte assez traumatisant. Et ce dernier livre, cette dernière expérience se voulait être apaisée. Et en fait, ça ne sera pas du tout. Quelque chose se cassera à nouveau. On le sent bien avec le titre « Je voulais leur dire mon amour ». Il y a un sentiment un peu d'inabouti. L'imparfait marque un peu le regret, la frustration, l'impossibilité même de communiquer des sentiments. Et ces livres qui se devaient agir comme une espèce de cicatrisation, va en fait être celui de la colère, de la déception, puisque en plein milieu de son voyage, on va lui demander de repartir à Paris, il va être à nouveau expulsé, entre guillemets. Alors, pas de spoiler alert, ne vous inquiétez pas. Comme toujours chez Jean-Noël Pancrade, ce qui fait l'intérêt du roman, ce n'est pas l'intrigue, mais la qualité d'écriture, la description de cette réalité intime. Les phrases sont longues parce qu'elles doivent tout simplement retranscrire le plus fidèlement possible cette sensibilité. Pas de grandes envolées littéraires, mais une écriture à la fois fluide et déconstruite. On se perd un peu dans les digressions du narrateur. Et j'emprunte une expression de Jean-Pierre Casténal, qui est un grand commentateur de Jean-Noël Pancrade. Le narrateur nous entraîne dans le désordre des souvenirs et on se situe un peu à cheval en fait entre les carnets de voyage et le roman autobiographique. Alors malgré cette amertume évitante, on ne tombe pas du tout dans le larmoyant ni le pathétique. C'est un livre assez subtil qui nous immerge en fait dans la contradiction de cette quête psychologique qui va être à la fois ratée mais en même temps salvatrice. Alors je rappelle juste les références. Jean-Noël Pancrade, Je voulais leur dire mon amour aux éditions Gallimard. Merci, voilà. Marie-Ange. Nadia Kali, vous êtes franco-algérienne. Oui. Qu'est-ce qui rapproche la Corse de l'Algérie ? J'allais dire presque tout. Sauf, il y a peut-être ici quelque chose qui est infiniment plus difficile là-bas, c'est le mélange des catégories sociales. En Corse, vous avez autour de la même table, en rando, à la plage, vous avez des gens de fortunes diverses, c'est le cas de le dire, et au motif qu'ils ont grandi dans le même village, qu'ils ont un parrain, une grand-mère, une tante, vont se donner l'accolade, vont se soutenir, vont assister aux enterrements, et en Algérie, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Le pauvre est un pauvre. Je crois que c'est une des grandes différences. Pour le reste, c'est tout aussi difficile d'être algérien que d'être corse. Oui, d'accord.
Mais je crois que c'est difficile. Enfin, être méditerranéen, c'est difficile. C'est difficile parce que il y a des espèces d'archétypes comme ça qui nous sont imposés aux hommes de réussite, de virilité, de protection, de je sais pas quoi, et aux femmes d'être des bonnes mères, des bonnes sœurs, de gérer la maison. Stéréotypes. Des stéréotypes absolus, desquels il est extrêmement difficile de sortir sans s'extraire du groupe. Et le groupe, on l'a bien vu, c'est cet individu à la fois social, familial, amical. S'en extraire, c'est changer et c'est s'isoler. Quelque part, un petit peu. Alors, vos précédents romans parlaient bien sûr de l'Algérie, Alger, Lavoir, Galant, ou le cimetière de Saint-Eugène, mais aussi de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Dans La Belle de l'Étoile, où vous avez exercé en tant qu'architecte, comme le héros de votre dernier roman, Le Cirque de la Solitude. Alors, c'est votre parcours initiatique que l'on lit au fil de vos romans. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, j'aime pas travailler, j'aime pas faire des recherches. Donc, je décris les trucs que j'ai à portée de la main. C'était plus simple pour moi d'en faire un architecte que, par exemple, un avocat. Par exemple. Par exemple. Vous avez une idée de votre prochain roman ? Oui, je voudrais que ça soit encore un roman corse. Et comme je n'ai pas l'intention de quitter la Corse, je pense que je vais en faire quelques-uns comme ça. Je voudrais travailler justement sur les hommes, les femmes, les rapports entre eux. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme en Corse ? Qu'est-ce que c'est que d'être une femme, d'être un chef de famille, d'être une chef de famille, ou d'être une femme célibataire ou... qu'est-ce que c'est que d'être homosexuel, homme ou femme ? Qu'est-ce que c'est que... Voilà, j'ai envie de travailler sur ce que peut produire de l'influence que peut avoir une société assez petite et assez à la fois enveloppante et âpre en même temps sur l'individu. C'est-à-dire quand on est en Corse, on est avec le prénom. On est déjà chargé des prénoms de ses aïeux. Est-ce que ça a une influence ou pas ? Quels sont ceux qui partent ? Quels sont ceux qui partent pas ? Quels sont ceux qui se sentent capables d'aller plus loin, de partir ? Quels sont ceux qui reviennent ? Voilà, j'ai envie de travailler, en tout cas, de d'écrire sur tout ça. Une figure qui est très présente dans votre roman, Nadia Ghali, c'est aussi la figure de la mère. Et oui. Elle est dure, vengeresse, aimante, absente. Elle est tout ça à la fois. Oui, elle est tout ça à la fois et en même temps c'est un peu une Antigone. Elle est tout ça à la fois. Alors peut-être ce serait le personnage qui serait le plus un archétype. Oui. Les deux mères, elles sont... Mais en même temps... celles que j'ai pu croiser ressemblent quand même beaucoup à ça. Pas très éloignées. Des dames d'un certain âge, elles ressemblent un peu à ça. Peut-être ces deux archétypes-là, c'est peut-être c'est peut-être un petit peu trop celle-ci. Mais je crois, oui, que moi j'ai pas d'enfants, donc je vais mettre toutes les mamans de Corse à dos. Mais peut-être si la Corse change un jour, c'est parce que les mamans auront changé. Aussi, peut-être. Ça se joue aussi dans la transmission. Oui, je pense que les mères transmettent à leurs garçons et à leurs filles ce qui doit être transmis. Les pères, probablement aussi, mais non pas avec mesure, mais peut-être par un petit peu plus d'absence. Et du coup, les mères, elles font des princes de elles font des princes de leurs garçons, elles font des princesses de leurs filles. Quand je dis des princes, c'est des gens qui méritent d'être là. Alors après, peut-être elles les écrasent, peut-être c'est trop, peut-être c'est pas assez. Peut-être elle leur montre trop l'importance du groupe. Enfin, je sais pas. Moi, après, j'extrapole là. Vous êtes déjà parti sur un autre projet de roman, peut-être. Non, je pense que les mères, dans mon prochain roman, elles auront un rôle. C'est-à-dire que quand on n'est pas mère, en Corse, je pense que c'est plus difficile que quand on n'est pas mère ailleurs. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un accomplissement. Ouais. Je crois qu'en Méditerranée, être mère, c'est un accomplissement. La famille... On a raté Nadine. Jusqu'ici, ouais. Mais total, pareil. Hein.
Être mère, c'est vu, montré, vécu comme un accomplissement. Je le déplore, mais... C'est comme à la Méditerranée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, chez moi, j'ai eu un peu de mal à expliquer que non. Moi, non. Donc ça pouvait être aussi un choix. Oui, absolument. Nadia Ghali, est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie? À l'est d'Éden. À l'est d'Éden, et oui, à l'est d'Éden. Je crois que je suis là. D'abord, c'est là que j'ai commencé. C'est la première fois que je me retenais de lire, pour pas arriver à la fin. Et puis, le désarroi de ce garçon mal aimé par ses parents. Et là, j'ai compris qu'en écrivant des choses, on pouvait faire d'abord que j'ai pas envie de finir un livre, qu'on pouvait me faire pleurer, parce que je l'ai lu, j'étais adolescente, et que c'était tellement bien qu'on pouvait même faire un film avec James Dean. Donc, bon, c'est pas ma génération, James Dean, mais je trouvais quand même super beau. Je trouvais quand même super beau. Et donc, oui, ce livre-là, c'est le point de départ d'autre chose. Je suis rentrée dans la littérature, moi qui suis pas une littéraire, je suis rentrée dans la littérature avec ce livre-là. Nadia Ghali, merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Et je rappelle, Le Cirque de la Solitude, donc aux éditions Albin Michel, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et sur Internet, évidemment. Marie-Ange, Philippe, merci. À très bientôt. À bientôt. On ne se quitte plus. Non, c'est vrai. Voilà. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite, dès demain, d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.